Rachid Khouraïchi, bonjour. Merci de m'accorder cette interview. Je suis extrêmement honoré. D'autant plus que nous avons malgré tout un lien quelque part qui est cette région des Aurès qui nous lie. Alors, sans plus tarder, et pour ceux qui nous écoutent et qui sont impatients de t'écouter, je vais te poser la première question qui me vient à l'esprit. Tu as toujours évidemment navigué entre culture, alphabet, tradition spirituelle, le soufisme et les combats humanitaires. Et si l'on retirait du moins, pardon, tous les outils visibles que tu utilises, l'encre, le métal, la céramique, la calligraphie, quel serait en fait l'élément invisible que tu continuerais à transmettre coûte que coûte? Parce qu'il s'agit, pour cette question, de transmission. Merci d'abord pour les questions et pour l'accueil. Moi, je pense ce qui est du monde invisible. J'ai fait déjà des livres dont un porte-titre, Les Maîtres Invisibles. Très important. Je suis parti des tout premiers mystiques depuis le 7e siècle. Ça va de Rab'a Adawiya, que ça va Sidi Abdel Qadir Jilani, ça va Ibn Arabi, à Attar, à Rumi, bon, il y en a plein. Donc, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant des années parce que je voulais couvrir un peu de l'Atlantique jusqu'à l'Orient. Donc, on a eu Sidi Boumedine, donc on a eu Cheikh Ahmed Tijani à Fès, et ainsi de suite. Et puis, jusqu'à l'Orient, sur les traces aussi de Muhyiddin ibn Arabi, qui est né à Murcie, mais qui a aussi enseigné à la Madrasa Mustansiriya à Damas. D'ailleurs, j'ai eu un projet là-bas sous les bombardements américains autour de ce chemin, ce long chemin de Sheikh al-Akbar. Et ce projet que j'ai fait, donc, qui a été édité d'ailleurs en livre, donc s'appelle Les Maîtres Invisibles chez Actes Sud, pour que les gens qui s'intéressent à voir un peu quelles sont les traces donc laissées. Et que je dis les Maîtres Invisibles, ça veut dire je peux aussi y mettre des femmes comme la Calas, je peux y mettre Keltoum, Abdel Wahab, etc. Parce que moi, ils m'accompagnent quand je travaille. J'écoute la musique. Ils ne sont plus là, leur chair n'est plus là, leur squelette n'est plus là, mais leur âme est là. Et c'est ce chemin qu'ils ont tracé et sur lequel on additionne les nôtres aujourd'hui en rêvant qu'un jour, on puisse aussi faire partie de ces maîtres invisibles parce que la vie charnelle a une limite, mais la vie éternelle, les créations des créateurs est formidable. Et j'aime pas le terme de créateur pour les artistes parce que normalement, il n'y a que Dieu qui crée. Nous, ce qu'on fait, c'est des tremblements, c'est des mouvements, c'est des sensibilités, c'est des vibrations, c'est des profondeurs particulières, les fissures des vies des uns et des autres, qui font que notre chemin n'est pas un chemin strict. Et on se dit, espérant que le jour où je pars, ma trace et mon legs aux autres qui viennent après nous soient là et restent là. C'est comme les grains de sable sur une plage. On a besoin de tous les grains de sable. Un jour, on était à la Bibliothèque nationale de Paris, rue Richelieu, avec mon ami Michel Bittor, et j'ai vu des kilomètres de livres. J'ai dit à Michel, je crois que ça vaut le coup de continuer à faire des livres. Il me dit, Rachid, mais eux aussi, ils ont dû se poser cette question-là, parce que depuis la nuit des temps, tu vois, on fonctionne comme ça, et chaque grain est nécessaire aux autres. Ça a été une belle voie de philosophie. Et en même temps, il y a aussi ce rapport à ce qui est devenu un grand phénomène de mode, la psychanalyse. J'ai beaucoup d'amis psychanalystes, et chaque fois que je dis, ah ouais, tu veux, je veux t'écouter, je ne m'écoute rien du tout, mon ami. Moi, je veux garder ma part de folie. Je n'ai pas envie de la déposer à tes pieds ou dans tes cahiers. Et Michel, un jour, on en a parlé comme ça, il me dit, tu sais, Rachid, effectivement, vous êtes tous des fous, on est tous des fous, mais des fous positifs. Parce que la vérité a de tout temps été dite par les fous. Et tu sais très bien, toi qui as vécu aussi dans les Aurès, dans nos villes, nos villages, les fous étaient écoutés. Et les fous n'étaient pas mis à l'hôpital psychiatrique. Ils étaient dans les familles, ils restaient dans les maisons. C'est cette part de choses que eux disent à leur manière. J'ai même posé une question à notre au président Bouteflika sur l'histoire, justement, du pourquoi vous avez ramené des cendres de Muhyiddin, je parle là de l'Emir Abdelkader,
en liant Mouhidine ibn Arabi, de sortir d'à côté de la tombe de Mouhidine ibn Arabi le reste de l'émir Abdelkader. Il a choisi de son vivant, il a choisi tout conscient de venir finir sa vie à côté de son maître. Qu'est-ce que vous a pris? Et il me dit, bon Rachid, je ne veux pas te le dire, l'histoire, mais tu sais très bien qu'on avait besoin d'un symbole fort pour le pays. Et ça a été une longue discussion pour se dire, un homme en paix dans son tombeau, sous la même coupole que son maître spirituel, on va le déranger au-delà de sa mort et au-delà de son choix personnel. Et il me dit, l'avion est arrivé à Alger, il y a eu une guerre importante avec Hafez el-Assad, qui était furieux qu'on décide de déterrer des choses de l'émir et de les ramener. Et il me dit, il y avait un fou totalement allumé du côté du cortège qui courait en haillons et qui hurlait, espèce de salaud, vous l'avez pris de son maître pour le ramener à Oued Harrach. Tu imagines, Oued Harrach, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fleuve près d'Alger, immonde, comme c'était avant le lac de Tunis, quand ils sont de l'aéroport, on sentait, tu vois, le cadavre pratiquement. Rachid, merci pour ce côté. J'ai une question en fait intercalaire en t'écoutant. J'ai envie de te poser une question qui est peut-être un tout petit peu provocatrice. Le doute. Est-ce que tu doutes justement de ton processus, puisque là tu es vraiment dans la spiritualité, profondément dans la spiritualité, je le perçois, mais est-ce que le doute arrive? Comment il se manifeste? Pour ne rien te dire de particulier à ce que tu attends, je n'ai jamais eu de doute. Ouais, c'est bon, ça existe. Oui, jamais. Magnifique. Ouais. Je n'ai jamais, par exemple, pour le travail que je fais, à aucun moment je n'ai jeté un document, un papier, une œuvre. Jamais. Je pars sur une page blanche, votre ami présente me voit partir sur mon boulot, je n'ai pas de croquis, je n'ai pas de brouillon, je n'ai pas un concept déjà mis, je pars du blanc et je pars. Tu laisses Il suffit de poser la première tâche et elle appelle toutes les autres à se structurer autour et avec. Ok, merci. Alors, deuxième question évidemment qui nous vient à l'esprit, c'est ton engagement, hein, au-delà des œuvres, etc. Ton engagement social est souvent évoqué comme un prolongement naturel finalement de ton art. Penses-tu qu'un artiste peut encore se contenter de faire œuvre sans faire cause? C'est une question qui personnellement m'interpelle énormément. Ça concerne le sport, ça concerne l'entrepreneur, ça concerne l'artiste, ça concerne le citoyen, le simple citoyen. Pour ma part, je pense réellement que les gens ne peuvent plus ne pas faire cause, ne peuvent plus ignorer ce qui se passe autour d'eux. Donc c'est pour ça, et comment éviter que l'engagement en fait, ne devienne une simple posture esthétique, surtout pour un artiste? Écoute, moi, mon père était moujahid dans les montagnes que tu connais, avec des gens dont tu connais moi le nom, Abid Saïd, Salah Soufi, Zbiri, Mboulaïd, bon, tout ça c'est la bande. Salah Zerdani, Rabbi Rahmou, le général Zerdani, qui m'a soigné quand j'étais bébé déjà, m'a sauvé la vie. Bon, voilà, donc j'ai connu des combattants, et des grands combattants. J'ai vécu au milieu de ça, j'ai vu mon père torturé et mangé par les chiens dans notre maison, avec les parachutistes. Non. Voilà, et donc, ce n'est pas une petite histoire, c'est beaucoup d'histoires. Mais je garde toujours un chemin d'amitié au peuple français. Je dis au peuple, je ne dis pas le pouvoir, je ne dis pas les militaires, je ne dis pas les politiques surtout. Parce que les politiques sont occupés, entre guillemets, de nous mater, comme je disais à l'époque. Aujourd'hui, ils passent pour des grands hommes, que ce soit François Mitterrand, que ce soit plein d'autres. Je ne te fais pas la liste. Voilà, les décapités, signés avec Mitterrand, il y en a pas mal. La guillotine a fonctionné pas seulement au temps de la Révolution française, mais beaucoup en Algérie, même des Français ont été décapités. Donc, et en même temps, il y a une part très importante de l'histoire, parce que nous, on a été, comment te dire, alimentés déjà par le premier livre, pour nous, qui est important, Kitab al-Adwani. L'Adwani est mon premier ancêtre, qui est venu au 7e siècle de la Mecque, et qui a écrit son livre de bord. Que les Français, en 1900, parce que le Sahara, ils sont rentrés dedans très tard, par rapport à 1830, le début de la colonisation, les militaires ont fait tout
ils ont démonté le ciel et la terre pour avoir accès à ce livre-là. Ça s'appelle Kitab al-Adwani. Qui sont ces tribus? L'Adwani était dans le groupe de Uqba ibn Nafi'. Ils sont partis de la Mecque sur deux directions. La première, ils ont dit, un groupe, on va aller au nord. Alors, eux, ils ont fait la Mecque, Basra, Bagdad, Tabriz, l'Azerbaïdjan, et ils sont allés dans le pays qu'on appelle aujourd'hui le Daghestan, où ils ont créé Ahl al-Bayt, qui est la fondation énorme du Mahdi, et jusqu'à aujourd'hui, ils ont lutté contre Staline. Staline les a massacrés, il a bombardé les grandes forteresses, les Qala'a Quraysh, dans cette cause, dans cette zone, et ils ont enterré, pendant que Staline les a encerclés pendant 8 mois avec les troupes de l'armée soviétique, hein, donc pour mettre sous la terre plus de 35 000 manuscrits. Pas deux, pas... Et là, ils viennent d'en retrouver une quinzaine de mille aussi. Je parle un peu des choses, je dirais presque secrètes, je ne veux pas trop le dire, mais là, il faut quand même que je le dise aussi, parce que c'est très important comme patrimoine. Et on a lancé un projet de les restaurer. On a formé 2 groupes de jeunes, une partie à Madrid, à Faktoum Arte, où je travaille, qui est un peu la NASA de l'art actuellement, et le Cheikh Juma al-Majid, qui est un homme extraordinaire, qui est de Dubaï et qui est lié à l'UNESCO et qui a construit 120 centres de restauration de manuscrits sur le monde, avec son argent. Son argent, dont la restauration des manuscrits de la Tidjaniya à Tombouctou, après les saccages et les incendies qui sont passés. Aujourd'hui, il y a une équipe près de 50 jeunes qui travaillent jour et nuit pour sauver ces manuscrits. Et l'argent m'est venu de Cheikh Juma al-Majid, qui nous a permis justement de construire un centre, de le préparer, de former les gens. Et aujourd'hui, c'est une usine de protection de tous ces manuscrits. Ça, j'ai lancé le projet, je l'ai réalisé. Et en même temps, c'est vrai aussi que pour moi, il y a la guerre d'Algérie qui continue à me poursuivre. Toujours. Pas. Et je disais hier ou avant-hier, je disais à des amis, quand des petits appelés du contingent français étaient tués dans nos zones, dans les Aurès, ma mère pleurait. Quand je dis, attends, mais ton mari dans le maquis, et peut-être c'est lui qui a tiré la balle. Elle me dit, je pleure la mère qui va entendre qu'on a tué son fils. Et ce n'est pas sa cause, c'est la cause des colons. Ce n'est pas du tout la cause du peuple de France. C'est ça la différence. Les gens doivent comprendre. Ils ont payé eux aussi le prix de notre combat pour l'indépendance. Et la trahison, tu le sais très bien, à l'époque, déjà de Gaulle, le fameux 8 mai 1945, qu'on a promis qu'il y aurait donc un passage à l'autodétermination, et après, ils ont massacré en une journée 45 000 morts. Je le disais il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an, quand on a commencé déjà à gazer, à casser, à brûler, à saccager Gaza. J'ai dit à des amis palestiniens qui m'appelaient de Gaza, après 1 an de bataille, ils m'ont dit, oula, tu te rends compte, 45 000 morts, Rachid, dans le tas. J'ai dit, vous avez mis 1 an et demi pour arriver. Nous, on a mis une journée. Mais j'ai une question provocatrice, encore une fois, par rapport à ça. Ouais. Qui a réalisé une œuvre comme Guernica concernant la guerre d'Algérie? Oui. Est-ce qu'il existe quelque chose de similaire? Écoute, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Et je sais que c'est pas comparable. Oui, c'est pas comparable, non. Mais bon, toi tu es un très grand artiste, est-ce que tu as produit toi-même ou tu as pensé à produire quelque chose qui justement résume la violence, résume la dureté de ce qui s'est passé en Algérie, sur les enfumades, sur les massacres. Monsieur le général Pellissier et compagnie, ça, tu sais, tous on a vécu de ces histoires. Ton vécu. Non, on l'a vécu déjà. Mon père, mon grand-père déjà. Oui. Je ne veux pas chercher loin. Ouais. En fait, j'ai fait beaucoup de choses, comme ça en parallèle. Ouais. La première, ça a été quand il y a eu les assassinats des moines de Tibérine. Parce que pour moi, quand mes ancêtres sont venus au 7e siècle en Algérie, après avoir construit Kairouan, après avoir fait les bassins de Zaglabit, après avoir fait les corons bleus de Kairouan, il y a 300 tombes de Quraysh et 2 cimetières à Kairouan qui portent le nom Maqbar Quraysh. Il y en a 2. Donc, pour moi, mes ancêtres, quand ils sont venus de la Mecque, ont été accueillis par les chrétiens d'Algérie. N'oublions pas que ce pays est, pour moi, plus que Rome par rapport à la chrétienté. C'est le pays de Sainte-Monique, Saint-Augustin, Saint-Cyprien, Saint-Donat.
etc., etc. Et le donatisme est écrit en Algérie. Et les gens n'ont jamais annoncé un jour à quiconque qu'il y a eu 4 papes algériens, dans le pape victorien. Donc, toute cette histoire, moi, en allant voir Monseigneur Henri Tessier, quand il y a eu l'assassinat, ma mère m'avait appelé, elle pleurait, elle était en larmes, et elle m'a dit, tu te rends compte, c'est salaud et tout. Je dis, moi j'ai appelé mes parents par leur prénom, parce qu'on a vécu la maison des grands-parents. Donc ma mère c'est Rahima et mon père Abdelaziz. Et je dis, Rahima, il y a eu 100 imams égorgés, pas 7. Il y a eu des sœurs religieuses à Bellecour, il y a eu des gens à la Casbah qui ont été tués, etc. C'est sûr qu'il ne faut pas que cette histoire s'oublie. Je ne dis pas c'est nos infidèles dans ce pays, c'est leur pays. C'est différent. Les gens l'oublient, c'est leur pays avant tout. Malheureusement, comme tu sais dans l'histoire de notre indépendance, on a commencé à compter depuis l'islam. Mais il y avait une vie en Algérie bien avant l'islam. Évidemment. Même la fille de Cléopâtre. Cléopâtre, c'est l'aîné. Tu vois, quand on est enterré là, Juba I, Juba II, qui étaient des grands rois. Tu vois, Massinissa. Tu vois, bon, bref, il y a une histoire lourde, puissante. On entendra récemment Macron dire que l'Algérie n'avait pas d'histoire, n'avait pas d'État. Mon ami, c'est un consul en Algérie, c'est un État. Si l'Allemagne était frappée en Allemagne en 1700, bien avant la colonisation de la France, on oublie, vous êtes cultivé ou vous êtes arriéré. Et ça, pour nous, jusqu'à aujourd'hui, moi quand je me balade à Paris aujourd'hui, et tu me poses cette question très importante, je vais au musée de l'homme à Paris, et je sais, il y a 15 000 crânes d'Algériens décapités dans des boîtes à chaussures, en 2025. Tu vois? Et on n'a pas le droit de dire, rendez-nous les têtes des nôtres. Autre chose. Actuellement, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, Rachid, mais on a l'impression que tu fais les pompes funèbres, toi. Et je dis, pourquoi tu me dis ça? Tu ne fais que des cimetières. Je dis oui. Mais une chose importante que je te dis, ces lieux que je fais de mémoire, c'est dans le pays de l'ennemi. Pas le peuple français, le pays de l'ennemi qui nous a battus. Si j'ai fait un cimetière que j'appelle Jardin d'Orient, dans le château du roi François Ier, pas dans une décharge, près de la tombe de Léonard de Vinci, il y a 25 Algériens qui sont là. Je les ai financés et j'ai créé le lieu. Récemment encore, pour les gens jetés dans la Seine, les plus de 250, ils partaient de la Courneuve, où il y avait le bidonville à l'époque, qui a disparu parce qu'on a fait un parc merveilleux aujourd'hui, le parc de la Courneuve, merveilleux parc. Mais le bidonville a disparu. Leurs corps ont disparu. Leurs familles ont cru qu'ils ont rencontré des Françaises, ils ont laissé les leurs. On n'aurait pas dit, on les a jetés, tués, assassinés, les jetés à la Seine. J'ai fait une sculpture de bronze que j'ai réalisée en Grèce de 3,80 m, ce que j'appelle le vigilant. Et il y en a d'autres. Donc, c'est pour dire... Moi, je verrais bien une rétrospective un jour comme ça, peut-être autour de ta personne, sur les diverses œuvres qui retracent justement l'histoire de l'Algérie. Pas, comme tu le dis si bien, c'est pas juste par l'arrivée de l'islam. Depuis que ça a commencé, tous ces grands moments de l'histoire de l'Algérie qui sont importants. Et justement, on est à la troisième question concernant l'échelle du temps et l'héritage. Tu crées des œuvres, et c'est ce que je viens de te le dire, pensées pour traverser des époques. Mais lorsque tu imagines celles qui seront regardées dans 200 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'un visiteur inconnu y découvre? Et qu'aimerais-tu qu'il puisse y voir aussi? Écoute, moi, j'ai eu la chance d'abord d'être parmi la première génération des étudiants de l'école de Beaux-Arts d'Alger. Première génération, l'indépendance. Et on a eu, à ce moment-là, des maîtres merveilleux. Ali Khoujali, Mesli, Adden, je te cite des noms comme ça, qui ont sacrifié leur propre travail d'artiste pour nous former. Parce que l'Algérie avait besoin d'un futur. Donc, quand il y a une rétrospective de notre ami Mesli, que j'aimais beaucoup, beaucoup, il m'a contacté. Il me dit, Rachid, on va faire une rétrospective, on me fait un catalogue, je veux que tu me fasses la préface. Je lui dis, ah non, 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 tu ne mets pas dans ce piège-là, tu étais mon prof. Tu m'as mis le pied à l'étrier, c'est pas à moi, c'est à toi éventuellement de faire. Il m'a dit, écoute, s'il te plaît, écris-moi un texte. M'appelle Moustapha Orif, qui avait la galerie Isma à l'époque à Drefedek, il m'a dit, écoute, Mesli ne veut rien entendre, il veut que ce soit toi qui fasses la préface. Comme je n'ai jamais eu de ma vie un ordinateur, je ne sais même pas
l'objet ce que c'est. Jusqu'à présent d'ailleurs. Jusqu'à présent d'ailleurs. Donc j'ai pris ma plume et j'ai écrit une préface de 2-3 pages. Et naturellement, je rayais un mot, je réfléchissais, je passais ailleurs, je le remettais là. Et j'ai appelé mon Safarif, je lui ai dit voilà, je t'envoie le document, s'il te plaît, tu le tapes, tu vois, et renvoie-le-moi, je vérifie. Ces choses sont il y a trop de griffures, de passages, de retours, de choses comme ça. Ne voit-il pas qu'il m'oublie? Et je reçois le catalogue, c'était ma lettre telle qu'elle, qui est sortie. Sans correction. Et Meslik leur dit je veux l'écriture de Rachid. Ah, d'accord. Tu vois, c'est bouleversant. Bien sûr. Tu vois, et je n'ai jamais eu mes profs qui sont mes profs, c'est tous des amis. Dans les chambres, dans la maison de la Médina, là au bureau où je travaille, il y a Despierres, mon prof d'art monumental, j'avais Roner, mon prof de peinture, et il y a leurs œuvres qui sont là. Jacques Lagrange, qui a été le décorateur de Jacques Tati pour ses films, tu vois, il venait changer des œuvres avec moi. Tu vois, c'était des moments vraiment très bouleversants. Et j'ai jamais établi, moi j'ai toujours aimé les gens plus âgés que moi. Parce que tu ne me dis pas toujours, qu'est-ce que tu aimerais que les gens dans 200 ans trouvent et regardent dans tes œuvres? Moi je pense d'abord à la quantité d'œuvres. Les gens ne réalisent pas combien d'œuvres j'ai dans des stockages. Des milliers, pas des centaines, des milliers. Et pas des petits objets, des œuvres monumentales. Parce que peut-être aussi, je le dis avec un peu d'humour, peut-être parce que je suis divorcé, je vis seul, et que j'arrive... Tu n'es pas tout seul avec maman. Oui, exactement. Et donc, c'est vrai que c'est pas facile d'imposer à quelqu'un d'autre, comme mon ex-femme était médecin, d'imposer mes voyages, d'imposer mon temps de travail, de ne pas dormir, d'être marié et passionnément marié avec ce qu'on appelle une œuvre. Et elle n'est pas une œuvre au moment où tu l'as fait. Tu pars de rien pour avoir autre chose, d'un papier blanc qui devient quelque chose d'important. Mais c'est toi l'œuvre, c'est toi l'œuvre, et c'est toi qui sors de tes tripes, tu coupes des morceaux de toi-même et tu les mets à l'extérieur, c'est ça? Je vais te dire une chose. Moi, quand je travaille, et je pense notre amie qui est ici présente, qui m'écoute et qui a assisté, qui est dans son petit coin à travailler, et me voit travailler, je ne dis pas le terme travail. Je ne dis pas le terme œuvre non plus, mais en fait, ça coule des doigts, c'est un torrent, tu vois, il n'y a rien. C'est parce que c'est comme un pianiste. S'il joue beaucoup, tu vois, mais s'il ankylose les doigts ou s'arrête un moment, il a des redéparts ou des ratés à chaque fois. Les grands chercheurs appellent ça le flow. Voilà. C'est comme un flux. Absolument. Le flow. Absolument. Les grands talents sportifs, artistiques, musiciens, à un moment donné dans leur vie, ils ont le flow. Et le flow, c'est à un moment donné où d'un seul coup, on dirait que tu oublies ton corps complètement et tout sort et tu réalises des choses. C'est quasiment des automatismes. On dirait que ton ça corps est guidé par une force. Par une force intérieure. C'est pour ça que je dis souvent, et j'ai perdu malheureusement beaucoup d'amis artistes, je ne veux pas citer les noms, à cause de l'alcool ou des drogues. Où ils te disent, j'ai besoin, tu vois, j'ai besoin de ça, d'un excitant ou de quelque chose pour me donner l'inspiration. Moi, je n'ai pas le temps de me poser l'action de l'inspiration. Je suis débordé par tout ce qui arrive, les flots qui arrivent derrière. Donc, je pense que ce n'est pas seulement moi. Je crois que tous les êtres qui sont des grands musiciens, des grands poètes, voilà, il y a ce flux permanent. Et surtout, il y a le flux du temps, de la vie. Ouais. Ce que je dois comprendre, c'est que ce que tu voudrais, en fait, que les inconnus découvrent, c'est il faut qu'ils ressentent le flux qui t'habite justement en produisant ces œuvres. Probablement, ça doit être ça. Je t'interroge. Écoute, c'est très compliqué. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est une phase de ma vie très importante. Je ne suis pas un jeune gamin. J'ai traversé des périodes très complexes. J'ai rencontré à travers Salah Soufi, Salah Soufi, des êtres extraordinaires qu'on ne peut pas imaginer. Bon, d'abord Abou Ammar, Arafat, Abou Ayyad, Abou Jihad, j'ai même failli être assassiné ici à Sibou Saïd, avec l'Akhdar Barahimi, sa femme et la mienne. Une demi-heure après nous, les commandos israéliens sont rentrés. Sans compter que j'ai mangé avec Che Guevara, j'ai mangé avec Ulysse, son ami, j'ai mangé à table avec Ahmed Salah, avec aussi bien le général Giap qu'avec Ho Chi Minh. Tu vois, je cite des noms qui sont de l'histoire fabuleuse de ce monde. C'est une chance. Et en même temps, je pense qu'avec eux, on a compris aucun peuple ne se libère sans un vrai combat. Ça n'a jamais existé. Eh ben, tu m'amènes à la quatrième question, la dernière. Ouais.
Peut-être qu'il y en aura une qui surgira de mon flot à moi. Inch'Allah. Alors, on vit une époque de fractures, de déplacements forcés, de chocs culturels accélérés, terribles. Il faut dire le mot. Est-ce que tu penses vraiment que l'art peut encore jouer un rôle de langue commune, hein, ou sommes-nous entrés dans une ère où même les symboles universels se fragmentent? On vit vraiment un moment terrible, là. On sent plus les éléments. Plus rien. Écoute, actuellement, je travaille sur un projet, lequel je n'étais pas venu de Paris. Je suis venu me reposer. J'ai une opération chirurgicale à la rentrée de septembre. Et j'étais venu, vraiment, le médecin m'a dit, chirurgien, va te calmer, va te poser, dors bien, mange bien, ne fais rien. M'arrive mon ami Mahmoud Darwish dans le rêve. Ah. Avec le Mahmoud, avec qui j'ai vécu longtemps à Sidi Boussaïd, on a fait beaucoup d'œuvres en commun, etc. Il sort, je le voyais dans le rêve, dans ce cauchemar ou rêve, les deux peut-être. Il sortait de la tombe, carrément. Je sais la tombe, la scène, elle est où. Je l'ai vu sortir, enjamber la tombe et sortir. Et il me dit, qu'est-ce que vous avez fait du monde que je vous ai laissé? Alors que lui-même a assisté à Sabra Chati, à la quarantaine, le Za'atar, les amis explosés dans un hôtel en réunion à Rome, etc., etc. Donc, et il me dit, qu'est-ce que vous avez fait de mon monde? Le matin, en me réveillant, je me dis, mon Dieu, même lui est sorti de la tombe tellement ce n'est plus possible. On a dépassé les taux d'absence. Les traîtres par milliers sont dans la maison. C'est aussi ça. Je me souviens du temps où même des gens qu'on appelait dictateurs, Hafez Assad, Saddam Hussein, Kadhafi et tout, ont fermé les vannes de pétrole. Ils n'ont pas tiré un coup de feu. La planète entière s'est mise par terre. Aujourd'hui, les traîtres sont chez nous. Sans citer de nom précis, mais tout le monde sait de qui il s'agit. Et les gens qui bombardent actuellement sont de chez nous. Ouais. Les gens qu'on voit 4000 militaires dans ce truc de rien du tout qu'on appelle Israël viennent de chez nous. Donc, on ne comprend plus rien. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire quelque chose de particulier. Et je suis revenu au Mu'allaqat de la période anté-islamique. Très loin dans le temps, avant l'islam, avant Mohammed, mon ancêtre. Jahiliya. Jahiliya. Et je me suis dit, je vais faire un projet que je vais appeler Talisman au pluriel et poèmes suspendus. Par rapport à Mahmoud, le grand poète. Parce que Mahmoud, personne ne le dit suffisamment. C'est le seul poète au monde, depuis que le monde existe, qui dit des poèmes dans un stade de football et des écrans géants dehors. C'était toujours dans de petits salons d'intimité. Ça n'a jamais existé. Et puis Mahmoud était un tribun incroyable. Les gens ne comprennent pas l'arabe, sortent. La dernière fois où il est passé, donc, on s'est raté de justesse, mais il a dit ses poèmes à l'amphithéâtre de Arles. Des gens sortaient. Moi, j'avais une exposition dans Arles, à Acte Sud, parce qu'il y avait, voilà, il y avait lui, il y avait Elias Sambar, Farouk Mardambey, donc sociétaire. Et moi, j'étais obligé de partir 2-3 jours, mais j'avais une expo extraordinaire, là-bas, dans la chapelle du Méjean, qui est la grande église d'art. Et Mahmoud m'envoie un message oral, en arabe. Ya Aziz et Rachid, oh mon cher Rachid, tu me manques tant en ce moment-là. Je viens de voir ton exposition, je suis tellement fier de ton ami. Tu as fait des miracles dans l'esthétique, qu'il me dit. Et moi, j'ai toujours suivi le chemin de notre culture. J'ai jamais fait un truc de vidéo, jamais fait du pointillisme, jamais fait du surréalisme. Voilà, j'avais mon socle et j'ai suivi pendant un demi-siècle en France. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu une expo personnelle en France où j'ai vu depuis un demi-siècle. Tu es vraiment dans une démarche, pas excuse-moi du terme, mais je me permets, une démarche soufie, tariqa. Oui. Tu as le chemin, tu as construit, la voie. tu connais ta voie, tu te projettes, oui. C'est ça qui fait aussi ta force. Mais en même temps, tu sais, en France, les gens pensent que je n'aime pas la France. C'est totalement faux. Mes chéries sont françaises. L'amour, le partage de l'amour, tu vois, mes chéries, pour moi, qu'elle soit algérienne ou turque autre chose, non. Je vis l'amour, la passion de la vie. Je vis ce que je vis. Je publie énormément en France, ce qui est rarissime. Beaucoup d'amis, écrivains, poètes n'arrivent pas à publier un bouquin. Moi, je suis à 51 livres et je suis en train d'en faire d'autres. Rien que le Manar, je suis à 21 ou 22. C'est l'éditeur. Et je suis chez les grands éditeurs. Et je les remercie vivement et merveilleusement parce que le livre traîne une histoire au longtemps. Et on les voit, c'est pas seulement sur les tablettes ou sur des racines de parchemin. Et un livre, si on part, moi je vais faire, on fait l'expo.
J'ai 300 personnes à l'expo. Je vends un livre. Tu l'as dans ta maison. Il y a au moins 10, 15, 20, 30, 40 personnes qui prennent ce livre et qui le lisent. Multiplie par... Tu publies 3000 livres. Il y a au moins 30 000 personnes qui les voient et ils vont rester aussi pour le futur. Donc c'est pour ça que je ne dis pas attention, mon rapport à la France est un rapport très particulier, celui d'aimer les gens, d'aimer aussi la culture, comme notre culture de l'islam et les produits de l'islam. Ouais. Moi, quand je vais à Grenade, je suis en train de faire un sonotaphe actuellement. Mais comment tu vis cette fracture qu'il y a actuellement, ce choc qu'il y a tu dis la France, mais la France, elle vit une déchirure. Elle a une population maghrébine importante, elle a une population, on va dire, juive maghrébine installée qui l'a conduit, de mon point de vue, droit dans le mur. Hein, ouais. C'est mon opinion. Mais il faut voir d'où ils sortent. Et nous on est devenus spectateurs parce qu'on vivait avec eux, on les connaissait, on n'a jamais eu de problème avec eux. Pourquoi subitement ils se retournent avec nous et comment l'artiste peut finalement influer, impacter sur la communauté juive maghrébine, comme le fait Gérard Haddad dans son livre Éloge de la trahison, oui. Qui est fabuleux. Mais nous qu'est-ce qu'on fait, nous, les Maghrébins, on va dire musulmans, je ne vais pas dire, parce que les Maghrébins chrétiens, ils sont trop peu nombreux pour pouvoir agir sur cette communauté. Toi qui es souvent en France, et parce qu'ils ont un poids actuellement et parce que on ressent lourdement ce qui se passe en France. Ici, moi, je pense, mon ami... On est les principales victimes. Oui, d'accord, mais moi, je ne me sens pas du tout victime en France. Moi, je ne me sens pas du tout victime en France. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas lire, ne veulent pas voir. Quand on voit qui est Bernard-Henri Lévy, par exemple, on cite juif d'Algérie, c'est un saligo, le seul qui a obtenu que Mitterrand lui fasse payer les frais de la perte des menuiseries de son père et de sa famille ici. On voit les Zemmour, c'était des gangsters, on les appelait les Z. La police française les tirait à vue dans les rues de Paris. Ouais. Certains ont été tués à Miami au fusil à lunettes par le FBI. C'est des gangsters qui veulent devenir président de ce pays. La culture française a chuté. Ce n'est plus la culture française 19e, 20e, etc. C'est plus ça. Ils ont cassé l'orthographe, ils ont cassé le rapport à la culture, ils vont vers l'anglais qu'on parle dans les souks, parce qu'on nous dit que c'est la langue la plus parlée. Non, pardon, la langue la plus parlée, c'est de la Chine. Il y a des milliards de gens. C'est la langue la plus parlée. On se fout de la tête de qui? Comme pour l'histoire de la Palestine, mon ami. L'Europe, moi j'ai la liste des gouvernants européens qui ont tué, qui ont brûlé, qui ont crucifié les Juifs depuis 1000 ans. Oui. Il n'y a aucun pays musulman, aucun pays arabe qui a crucifié des Juifs ou brûlé les Juifs. Les ont toujours protégés. Ça, les gens ne lisent pas, ne savent pas que sont les gens. Tu vois, quand tu vois des personnes, moi j'ai un couple d'amis, sur lequel un ami a fait un film, Jean Selmeyer, qui sont deux Juifs de Constantine. Ils ont été pro-indépendance. Ils ont été torturés. Elle a été violée. Lui, elle vient de mourir à 101 ans. Lui, il est en train d'aller sur les 102 ans. Drapeau algérien sur le mur et que fille palestinienne sur le cou. Il me dit, juif, c'est dans mon cœur. D'accord? Et mon pays, c'est l'Algérie. C'est tout. J'ai le passeport algérien, j'ai été torturé. Ma femme a été violée. Nous, on a fait ça pour l'indépendance de ce pays. Et c'est les positions des chrétiens, comme les archevêques d'Alger. Ça a été ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on ait des confusions du tout. Et je pense, l'histoire, elle n'a pas de temps. Hein? L'infinité, non, mais l'infinité, c'est l'absence de temps. Et c'est ça l'histoire. Tu me posais une question très intéressante, très importante. Qui va survivre dans ce monde-là? L'art. Les peintures du Tassili, de Lascaux, de la grotte de Chauvet, d'Altamira, etc. C'est ça qui survit. Donc les artistes ont un rôle très important et fondamental. Et moi, les constructions de ce cimetière, et j'en ai un que je suis en train de faire très important sur l'île Sainte-Marguerite. Sur l'île Sainte-Marguerite. Il y a 1700 cadavres d'Algériens là-bas. Ouais. Moi, ce n'est pas mon job, je ne suis pas l'État algérien. Ouais. Je ne suis pas l'État français. Mais je veux que ces gens aient des sépultures et qu'on ait leur dignité. Que demain, on saura que ces gens-là ont été kidnappés de leur pays, ont été jetés là.
Tout Puis c'est une trace de l'histoire. Quand les gens passent sur l'île Marguerite, il y a des milliers de personnes en été qui passent devant ce cimetière-là. Quand il sera aménagé, les gens visiteront, les gens diront... Non, pas longtemps. Alors, Rachid, avant de suspendre, juste pour dire... Non, je ne suspends pas. Je veux te donner la parole pour un dernier mot. Tu as exactement 1 minute. Écoute, moi je pense que l'histoire va passer. Les morts, malheureusement, il n'y a pas eu d'indépendance, je pense à la Palestine, sans guerre populaire. J'ai dit à mes amis palestiniens, ici, à Gamart, une réunion du commandement. Je leur ai dit, jamais vous ne devez compter sur les dirigeants arabes. Jamais. Une guerre d'indépendance se gagne avec le peuple. C'est sa terre. Et c'est son sang qui doit l'arroser. Il n'y a que eux. Inch'Allah Belkhir, et j'espère qu'ils revivront le bonheur. Et moi, je suis contre 2 États, je te dis ma pensée profonde. Ce pays, depuis plus de 6000 ans, juifs, chrétiens et musulmans ont vécu ensemble. Ils peuvent continuer à vivre ensemble. Tous les sonistes, les ramassis des sonistes n'ont rien à voir sur cette terre. Je te remercie beaucoup, Rachid, et j'espère pouvoir en faire d'autres. Inch'Allah. Merci de ton accueil.